Et si les mecs sont pas contents, ils savent où est mon buringue. Y a pas de souci. Et s'il faut, on ira causer. Bienvenue, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Causerie avec toute l'équipe présente, Gabriel, Boris, Étienne. Salut les gars, tout le monde va bien? Salut tout le monde, ça Salut va? à tous. Alors évidemment, hein, et malheureusement, le All-Star Game de Paris-Bercy, la traditionnelle fête du basket à mi-saison a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, mais on a eu envie, hein, avec la rédaction, de tout de même mettre à l'honneur les meilleurs joueurs du championnat et puis de vous faire voter, vous, sur bibasket.fr pour constituer voilà, deux sélections de All-Star avec comme traditionnellement c'est le cas chaque saison, d'un côté les meilleurs Français et de l'autre les meilleurs étrangers. La semaine dernière sur Bibasket, vous avez donc voté pour les étrangers. Et aujourd'hui, dans la vidéo, on va donc vous dévoiler la sélection, votre sélection et décrypter ensemble vos choix. Vous êtes prêts les gars? C'est parti. On commence avec Meneur en général. avec les meneurs. Et oui, il y en a qui suivent. Alors, on vous dévoile les résultats. Voilà les résultats du vote avec David Holston qui arrive donc en tête de vos votes devant le Strasbourgeois Brandon Jefferson et le Monégasque, le capitaine de Monaco, D-Bost en troisième position. David Holston, premier. Alors, il ne réalise pas forcément sa toute meilleure saison statistique cette saison, mais voilà, c'est le leader d'une équipe Dijon qui compte parmi les grosses équipes du championnat. Et surtout, Gabriel, j'ai envie de dire, David Holston, ça fait partie des rares stars du championnat identifiées. Oui, parce que c'est en fait une régularité depuis plusieurs saisons de le voir à ce niveau. Et malgré le poids des années, il baisse pas de niveau lui-même. Il est décisif encore sur les fins de rencontre. Ces matchs contre l'Asvel ont marqué les esprits, que ce soit fin septembre lors du match aller et récemment à l'Astrobal. Encore ce week-end, Dijon a perdu à Strasbourg, mais il s'est montré encore important et il est toujours aussi impactant. Et l'équipe de Dijon trust les premières places, donc il n'y a aucune surprise à le voir là. Et effectivement, c'est un visage identifié, mais il est aussi bien présent parce que justement, c'est un des visages du championnat de France, mais aussi parce qu'il est performant à la fois individuellement et collectivement. Effectivement, après, on n'en a pas trop parlé en préambule, mais c'est vrai qu'il y a plein de critères et c'est toujours des choix assez subjectifs qui rentrent en jeu. Et au-delà de ses performances intrinsèques sur la saison en Jeep Elite, si on isole vraiment ça, c'est vrai que son statut joue pour lui, sa longévité dans la ligue, etc., joue pour lui, plus C'est forcément des résultats. sa sixième saison à Dijon. Ouais, donc c'est un mec, effectivement, au-delà de la Jeep Elite qui est vraiment identifié JDA et qui incarne un peu toute cette réussite collective qu'a le club depuis plusieurs saisons et particulièrement cette année. Donc il y a aussi, au-delà de ses performances pures individuelles, tous ces trucs qui rentrent en compte et c'est un peu des critères, je pense qu'on va être amené à rediscuter sur pas mal de profils qui vont avoir potentiellement des manques sur certains de ces aspects-là, quoi. Donc, ce que j'entends en creux, c'est que c'est peut-être pas aujourd'hui le meilleur meneur du championnat. Je ne sais pas si c'est pas le meilleur, mais en tout cas, c'est pas forcément celui qui fait les performances individuelles les plus importantes sur cette saison. C'est plus ça le point. Après, la valeur du joueur en lui-même, je ne sais pas, ça reste peut-être le meilleur meneur, mais en tout cas, c'est pas forcément celui qui a les performances, les stats, etc., les plus importantes sur cette demi-saison, quoi. Après, il a un esprit qui colle parfaitement au All-Star Game. C'est vrai que c'est un joueur très spectacle. Pour l'avoir vu jouer notamment à la Leaders Cup l'année dernière, où il avait vraiment régalé à tous les matchs, que ça soit contre la JL, l'Asvel ou en demi-finale contre Monaco. C'est un joueur qui est tellement beau à voir et il colle parfaitement à l'esprit de ce All-Star Game-là. Même si, comme ce qui a pu être dit, pour moi, Brandon Jefferson, au niveau de son impact, réalise peut-être une meilleure saison que David Holston. Après, à voir ce que vous en pensez de vous de votre côté, Boris ou Gabriel. Après, faut voir aussi si, comme là, on va pas avoir de All-Star Game physique qui va se jouer, si on cherche des profils All-Star Game, justement, Ouais. des mecs complémentaires, spectaculaires, etc., ou si on juge purement sur les performances. Le seul mini-truc, c'est que pour le coup, et c'est assez rare d'avoir ça, mais David Holston, Brandon Jefferson, même si c'est pas les mêmes joueurs, c'est deux profils qui
qui se ressemblent, mine de rien, plutôt meneur de poche, fort shooter, très clutch. C'est vraiment deux petits meneurs très, très clutch, capables de mettre des très gros tirs importants, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais on a deux profils qui reviennent en tête des votes, si je ne dis pas de bêtises, Oui, qui c'est ça. sont en fait assez similaires finalement, avec des parcours différents, mais voilà, deux petits meneurs très décisifs. Donc, c'est assez drôle de le souligner. Ouais. Oui, mais il y a aussi l'aspect connaissance du public, comme l'a dit Gaëtan plus tôt, avec Brandon Jefferson, qui est connu au-delà de sa saison à Strasbourg, qui a réalisé des bonnes choses à Orléans avec la montée, le titre de MVP en Pro B. Il a confirmé en GP Elite. Après, David Holston, si on comparait les deux, a la capacité à avoir l'alternance plus souvent que Brandon Jefferson, parce qu'il est vraiment très fort sur les changements de rythme, très vite, très proche du sol. C'est très difficile de le tenir. Il est très athlétique. Souvent on dit fait 1m67, ouais, mais il fait 1m67, mais il faut voir un peu les cannes qu'il a, quoi. Donc, effectivement, c'est un joueur ultra spectaculaire, mais il est très efficace et surtout il est très décisif. Souvent, on le retient parce qu'il marque des paniers très importants en fin de match. En troisième position, on a un autre profil de meneur scoreur supersonique avec D-Bost. Et finalement, peut-être celui qu'incarne, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le mieux le poste de meneur, un peu organisateur aussi, passeur. Michael Stockton n'est que cinquième, alors qu'il est deuxième meilleure évaluation du championnat, meilleur passeur du championnat. Est-ce qu'il a un peu sous-estimé dans les votes? Est-ce qu'il paye la mauvaise saison de Cholet jusqu'alors? Il y a deux choses, je pense, pour Michael Stockton. Il y a déjà effectivement la saison de Cholet, parce que d'un point de vue individuel, il réalise une saison remarquable. Et c'est un peu, moi, ce qui me chagrine, entre guillemets, c'est que vraiment, il est très, très fort individuellement dans plusieurs registres. Il est super adroit. Il fait toujours aussi bien jouer l'équipe. Après, c'est sûr que Cholet est en grande difficulté. Et le All-Star, c'est aussi une manière de récompenser les équipes qui performent. Donc, c'est délicat. Et après, malgré tout, c'est un joueur qui, si on se parle de All-Star Game, qui reste moins spectaculaire, même s'il est capable de réaliser des passes et des choses comme ça très impressionnantes, mais c'est pas un joueur forcément très athlétique. Voilà, c'est pas D-Bost, quoi. Qui pour le coup va pouvoir mettre davantage de cannes, qui va avoir plus de jus. Donc il peut peut-être y avoir ce petit déficit de coolness entre guillemets sur Stockton, et bien sûr les mauvaises performances entre guillemets de Cholet, surtout si on les met en relief par rapport à l'an dernier ou sur sa saison précédente. Cholet avait plutôt surpris et avait plutôt surperformé par rapport à ce qui était attendu, quoi. Les gars, on reste un peu sur ce poste de meneur, mais parce que c'est aussi un poste très riche avec beaucoup de joueurs emblématiques et beaucoup de choses à dire. Le cas d'Ibos, qui est troisième du sondage, qui en tant que meilleur troisième passera dans la sélection des 12 meilleurs étrangers selon les lecteurs de Bibasket, sans spoiler le résultat final, ça va être le seul monégasque, alors que Monaco est la meilleure équipe de championnat, enchaîne les victoires, domine aussi sur la scène européenne. Comment expliquer cette situation avec cette sous-représentation des monégasques chez les étrangers? Une répartition des responsabilités assez récurrente dans les équipes de haut de tableau. C'est encore plus le cas chez l'Asvel qui est capable de faire jouer un joueur comme Antoine Diou 6 minutes hier parce qu'ils ont un effectif long et riche, parce qu'ils ont besoin de le reposer, parce qu'ils ont besoin de relancer d'autres joueurs. Voilà, Monaco cette année a un effectif paradoxalement plus court parce qu'ils ont souvent changé de joueur. Dibost reste finalement une figure emblématique à Monaco. Voilà, mais sur certains matchs où ils ont de la marge parce qu'ils sont premiers du championnat, Zvezdan Mitrovic a pu le faire tourner dans la perspective notamment des matchs d'Eurocup importants où il a besoin de D-Bost longtemps sur le terrain. Donc voilà, après, je veux pas venir sur les All-Stars français, mais il y aura certainement Mathias Le Sort au poste 5 au minimum, peut-être d'autres aussi. Donc ça peut expliquer cela. Rob Gray est arrivé en cours de saison. Marcus Knight, c'était un joueur très intéressant, mais bon, après, la fanbase de Monaco, pour pouvoir voter, répond pas forcément présente aussi. Là, c'est plutôt étonnant de voir D-Bost finalement devant un joueur comme Stockton, alors qu'à Cholet, il y a beaucoup de monde. Mais finalement, ça veut bien dire qu'il est
identifié au-delà du fait d'être un joueur de Monaco, il est identifié comme un fort joueur du championnat de France. Peut-être que nos lecteurs aussi ne votent pas par fanbase, mais vraiment au mérite et de manière objective. Et puis peut-être qu'il y a un boycott Scholte envers Monsieur Gabriel Pantaljo aussi. Non, mais effectivement, on y reviendra sur les postes après. Marcus Knight, c'était quand même un mec qui pouvait être un vrai prétendant All-Star et ça aurait pas dénoté. Eh ben, puisque tu Ouais, y es, vas-y. on passe sur le poste 2, vu que tu commences à en parler, Boris, et on affiche le résultat du sondage avec Danilo Andjusic de Bourg-en-Bresse qui arrive en tête du vote devant Scott Bamford du Mans et Norris Cole en troisième position. Marcos Knight, tu étais en train d'en parler, il est seulement sixième. Mais là aussi, j'ai envie de dire, la logique est respectée. On a le meilleur scoreur du championnat qui arrive en tête des votes sur le poste d'arrière. Il n'y a pas vraiment de contestation possible. Ouais, Bon, Andjusic, pour le coup, il est très fort. Vas-y. oui, il a démarré très fort. Je crois que son premier match, c'était un carton offensif à Nanterre. Et depuis, il est resté sur ses standards. Il a été gêné, notamment au pied. Et dernièrement, et ça a été plus compliqué. Mais bon, il a beaucoup de tickets tir, shoot du côté de Bourg-en-Bresse. Une énorme confiance. Voilà, à voir si justement après cette période un peu compliquée, délicate physiquement et avec les résultats collectifs de Bourg-en-Bresse, il faiblit, mais jusqu'ici c'était l'un des prétendants pour le titre de MVP. Voilà, et puis la saison prochaine, on verra bien, hein, mais c'est sans doute un joueur qu'on pourra voir à encore plus de niveau, peut-être même en Euroleague. Et les gars, sur la suite du classement, peut-être un petit mot. La seconde place de Scott Bamford, elle est assez logique. Enfin, ça reflète aussi le bon début de saison du Mans avec deux gros joueurs, Ovisoko, dont on va parler un petit peu plus tard, et Scott Bamford. Et après, au niveau du classement, il me semble on devait avoir Darius Johnson-Odom qui était quatrième, Norris Cole qui était troisième. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant de voir Marcos Knight avec seulement 293 votes au total. Ouais, c'est un Il peu est ça qui est redescendu tout embêtant, en hein. bas. Mm. Marcus Et Knight aussi bas et paradoxalement, Norris Cole aussi haut. ouais. Troisième. Bon, c'est un peu embêtant. Après, je pense qu'il y a un truc qui joue aussi beaucoup et c'est un biais que nous, on peut avoir. C'est que cette année et depuis quelques années, on suit beaucoup plus peut-être les équipes françaises en Coupe d'Europe. L'ASVEL a forcément une exposition importante sur l'Euroleague depuis 2 ans. Et la manière dont on juge les joueurs est peut-être un petit peu biaisée par ce truc-là, parce que là, on juge des All-Stars de Jeep Elite, mais toutes les références qu'on peut avoir sur leurs matchs de Coupe d'Europe, les performances dans ces compétitions-là, ont aussi un impact et dans nos souvenirs visuellement, etc., il y a des choses qui restent. Et donc, je pense que ça peut un petit peu jouer, notamment pour les joueurs de l'ASVEL, dont Norris Cole, qui en fait a des stats relativement faibles. 9 en points de Jeep moyenne, Elite. ouais. 9 points de moyenne en Jeep Elite. Et oui, et puis il y a ça et la répartition, et c'est difficile parce qu'on peut se dire, on va pas faire, si on regarde les statistiques de l'ASVEL, on ne peut pas faire des sélections privées de joueurs, surtout quand ils sont leaders en championnat, ce qui n'est pas le cas cette année. Ils sont passés cinquième depuis leur victoire contre Champagne Basket. Mais je me souviens pour avoir fait partie du J'allais te jury, demander là-dessus. voilà, du jury du All-Star Game pour réunir, sélectionner les joueurs qui n'étaient pas sélectionnés par les fans, pardon. Dans les débats, on s'attardait sur ces cas-là. Et je me souviens, par exemple, Tony Djekiri, qui avait fait un énorme début de saison en Euroleague la saison passée. On ne pouvait pas faire l'impasse, alors que paradoxalement, ses statistiques en JP Elite étaient moindres, mais il avait été parfois fatigué et parfois il avait été mis au repos. Parfois, dans un match, finalement, l'ASVEL prend 15 points d'avance et ils se disent on ne va pas mettre sur le terrain notre poste 5 majeur, c'est logique. Donc voilà, il faut faire un équilibre, il faut avoir cette dimension-là. Et c'est vrai que la visibilité cette année est parfois très forte sur certains joueurs. Finalement, Marcos Knight pourrait en bénéficier, mais elle manque aussi sur certains joueurs. Je pense qu'on ne connaît pas bien les nouvelles têtes du Mansard Basket, Scott Bamford. Il pourrait avoir une visibilité encore supérieure. C'est vraiment un très gros talent. Voilà. Après, il a peut-être bénéficié aussi de son récent carton contre l'ASVEL
Et puis, c'était juste Avec, avant la période de vote, donc ça a permis de le remettre en avant. Mais avec le tir pour arracher la prolongation. voilà, en plus, d'ailleurs, contre l'Asvel. On n'en a pas parlé sur le poste 1. Il n'a pas les statistiques sans doute mais par exemple, un joueur comme Kajamikin, vraiment un joueur très solide. Alors, pour le coup, pas forcément le profil de joueur qu'on voit sur les All-Star Games, mais lui, ça serait un joueur pareil, qui aurait une vraie visibilité s'il y avait des matchs en semaine, surtout cette saison où on a marqué de Jeep Elite. Oui, désolé, on n'a pas cité tous les meneurs ni pu proposer tout le monde dans le sondage. Et Ni Tony Rotten. On a oublié Tony Rotten. Il y avait un petit commentaire, il y avait le commentaire. C'était le commentaire d'un lecteur. Alexandre Lacoste pour le sujet. Savoir si mais Tony par exemple, Rotten on nous a aussi fait remarquer que Briante Weber était absent. On a considéré qu'il n'avait pas joué assez de matchs au moment où on avait lancé les votes, mais c'est évidemment un des plus gros joueurs du championnat. Quand il est en pleine possession de ses moyens, il a effectivement changé le visage de Gravelines depuis son arrivée. Je voulais juste qu'on revienne un tout petit peu sur le cas Norris Cole. Norris Cole qui ne passe pas dans la sélection. On prend à chaque fois les deux premiers et les deux meilleurs troisièmes. Mais est-ce que aussi ça joue dans la tête des fans? Peut-être on parle du plus beau CV du championnat, une vraie star, double champion NBA. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de ces débats lors des votes des journalistes pour la sélection All-Star Game, Gabriel, est-ce qu'on peut se passer d'une immense star comme ça lorsque c'est la grosse fête du basket, que c'est l'événement très télévisé avec beaucoup d'expositions? Est-ce qu'on peut ne pas inviter Norris Cole en fait? Oui, mais ça dépend par quel biais on regarde. Quand on a la vision du All-Star Game et des sélections très NBA qui sont vraiment liées aux performances, moi je me souviens que le statut de All-Star, c'était très important. Je veux dire, quand j'étais jeune et que je suivais à l'époque où on était sur NBA.com avec une connexion très lente le matin, dès que je me levais, je savais qu'il y avait la sélection, je regardais. Et des fois, j'étais, en tant que fan des Sacramento Kings, j'étais vraiment dégoûté de ne pas voir Mike Bibby au All-Star Game. Et je me souviens que c'était un statut très important. Et des fois, sur les All-Stars français, j'étais frustré de me dire j'ai l'impression que c'est vraiment lié au statut, mais il faut comprendre que c'est un événement où on veut remplir une salle, où on veut avoir des noms marquants. Donc, c'est assez difficile de maîtriser tout ça, de pouvoir réunir à la fois les postes, à la fois les joueurs qui méritent sportivement, à la fois les gros CV. Donc, voilà, je comprends pour les gens qui ont envie que ça parle en dehors des spécialistes du basket français. Qu'il faut voir Norris Cole. Et d'ailleurs, l'an passé, sur ce jury, il y avait quelqu'un qui avait dit on ne peut pas ne pas inviter, sélectionner Norris Cole. Bon, pour le coup, c'était compliqué parce que je crois qu'il était arrivé récemment à Monaco. Mais il y avait ce facteur-là qui rentrait en plus en compte. Comme là, on aurait pu très bien dire, on en parlera prochainement, mais on aurait pu très bien dire il faut inviter Thomas Hurtel qui vient d'arriver. Mais c'est un débat compliqué, il y aura les pour et les contre. Les gars, je vous propose de passer sur le poste 3, le poste d'ailier, avec, là encore, on vous affiche les résultats des votes. Bonzi Colson de Strasbourg qui arrive en tête, devant David Lighty de l'Asvel et Anthony Brown des Metropolitans 92. Étienne, Bonzi Colson, c'est un joueur dont on a beaucoup parlé dans notre vidéo sur les meilleurs recrues, les meilleurs nouveaux venus en Jeep Elite. Là, on parle encore d'un des meilleurs scoreurs, une des meilleures évaluations du championnat. Pas de surprise à le voir arriver en tête des votes. Ouais, c'est clairement, oui, c'est pas du tout une surprise quand on le voit jouer. C'est clair que, comme je dis souvent, c'est un régal à voir jouer et pour moi, c'était obligatoire qu'il soit sélectionné et en plus premier parce que pour moi, par rapport aux autres, il est un petit peu au-dessus. Ça met aussi en lumière le bon travail qu'a fait Nicolas Alberini aussi à Strasbourg, le nouveau directeur sportif italien qui est arrivé et qui a eu du nez, entre guillemets, pour attirer de très bons joueurs. Et ça explique aussi la 4e place actuelle de la SIG Strasbourg après une saison qui était un peu très, 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 très difficile. Ouais. Ouais, ils ont eu du mal à se lancer, mais là, ils sont sur 7 victoires de rang, je crois, Strasbourg. Bonzi Colson, je pense qu'on est tous d'accord sur son statut de meilleur ailier du championnat. Est-ce qu'on
s'attarde peut-être un peu plus longtemps sur le cas de David Lighty. On va rejoindre ce qu'on a dit sur Norris Cole. Là encore, je pense que les gens sont très influencés par ce qu'ils ont vu. Et nous-mêmes, on l'est parce qu'on a vu David Lighty cette saison en Euroleague. Je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a le fait que David Lighty, depuis quasiment 10 ans, en fait, c'est un des tout meilleurs joueurs du championnat de France. Et donc, pour le coup, là, le statut joue aussi énormément. Et malgré tout, même si l'Asvel fait une saison en deçà des attentes, il y a ce truc de quand même devoir placer un ou deux mecs de l'Asvel pour représenter l'Asvel. Comme le disait Gabriel, le problème, c'est qu'on ne va pas retrouver beaucoup de joueurs avec des stats ronflantes, même si là encore, il y aura la sélection française. Français, ouais. Donc, on pourra faire rentrer des gars, mais il y a ce truc-là aussi de vouloir représenter un club important, majeur, via des joueurs qui sont des joueurs iconiques, à l'image de David Lighty, qui a marqué dans toutes les années 2010 le championnat de Pro A et de J-Elite. Meilleur joueur de la décennie 2010 en France, selon BeBasket. Ouais, et puis Mr. Nice Guy, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur David Holston, l'une des figures du championnat, un joueur fidèle, et c'était quelque chose qui était réclamé depuis longtemps. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est logique de le voir si haut dans le vote des fans. Donc, voilà, il n'y a pas trop de surprises. Et derrière, Anthony Brown, qui est vraiment un beau profil. Un joueur très doué offensivement qui est capable de créer du jeu et de shooter, que ce soit en réception ou justement lui de créer ses propres tirs, qui a été assez régulier sur la saison d'Eurocup, parce que j'ai vraiment vu beaucoup de matchs d'Eurocup pour le coup, des Metropolitans. Et clutch aussi en Eurocup. Hein. Et clutch, on se rappelle du 3 points contre Trente pour arracher la prolongation. Voilà. Donc c'est vraiment un joueur intéressant qu'on pourrait retrouver à plus haut niveau aussi prochainement, parce qu'il a un beau pédigré, et puis on sent qu'il est sur la pente ascendante, qui s'adapte bien au jeu européen, et en plus il joue dans une équipe où il fait des stats où des fois on l'oublie, mais c'est une équipe qui joue sur pas beaucoup de possessions. Donc pour faire des stats, par exemple quand vous jouez up tempo et que vous prenez des tirs toutes les 10 secondes, c'est normal que vous allez potentiellement produire plus de chiffres, notamment en rebond, notamment en passe décisive, au point bien sûr. Et là, pour le coup, avec US Dodge, on joue sur demi-terrain, on est patient. Bon, après, la balle va souvent dans les mains d'Anthony Brown, mais il faut pouvoir réussir à faire des statistiques dignes d'un All-Star. Anthony Brown, donc, qui prend une des places dans la sélection des All-Stars étrangers en tant que meilleur troisième. Donc les deux meilleurs troisièmes, c'est D-Bost, on en a parlé, sur le poste de meneur, et Anthony Brown sur le poste d'ailier. Juste pour rebondir sur le poste d'ailier, la Montélimar qui passe pas de peu, pour le coup, je dois avouer que c'est un joueur qui de base n'est pas un mec que j'aime particulièrement, qui me plaît plus que ça, mais il faut reconnaître qu'il fait une saison vraiment impressionnante. Il a mis dedans comme jamais au cours de sa carrière, je pense. Et c'est vrai que sur ses précédentes expériences en J-Elite, alors à Dijon, c'était mieux, mais à Bourg, c'est vrai que, par exemple, il ne m'avait pas trop emballé. Et là, il fait une saison dans le sillage de tout ce que fait Orléans, avec l'intensité défensive, sa présence athlétique, plus de l'adresse qui n'était pas forcément sa qualité principale. Et je voulais le souligner parce qu'il m'a vraiment très agréablement surpris dans sa progression, alors même que ce n'est pas un jeune joueur. Pour le coup, il est vraiment en milieu de carrière. Donc... Sur l'adresse, sur l'adresse, je précise, il est passé de 31,8% à 3 points l'année dernière à 54,6% à 3 points cette saison, en tentant plus de 4 tirs par match. C'est ça, c'est avec du volume. Bien travaillé cet été. Il aurait pu passer à 54% en prenant un tir et demi par match. Et Bon, c'est pas forcément représentatif, mais effectivement, en plus, avec un volume relativement important. Orléans, potentiellement, ils avaient beaucoup de All-Stars chez les étrangers parce qu'ils ont fait un petit peu ce mode-là d'avoir un effectif assez court, 9 joueurs professionnels, des Américains référencés avec un beaucoup de candidats All-Stars, en tout cas. Voilà, candidats. Du coup, un jeu très offensif pour Orléans avec beaucoup de possessions. Hein, c'est connu
réputé de la part de Germain Castano. Mais encore faut-il être efficace là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut jouer beaucoup de possession et du coup avoir du déchet. Mais là, la Monté-Elmer, c'est plutôt justement une sécurité cette saison. Mais bon, on n'a pas cité plus tôt, parce qu'effectivement, on ne peut pas citer tout le monde, Gaëtan l'a dit, mais Paris Lee qui avait démarré assez timidement au poste 1, mais qui était très très bon avant de se blesser. Et encore pareil pour Darius Johnson-Odom, qui plutôt a été assez régulier et qui aurait très bien pu intégrer cette sélection du All-Star Game. Bon, il se trouve qu'ils sont tous pétés, du coup, il n'y en aurait aucun qui aurait pu jouer si le match était tenu. Mais... Ah, on aura peut-être des Français aussi. Non, je parle sur les 3 que tu cites, là, les 3 sont blessés en ce moment. Là. Les gars, on continue d'avancer dans cet effectif des All-Stars étrangers. Les résultats du poste 4 qui s'affichent, avec le Dijonnais Hans van Wijnge en tête. Veuillez m'excuser pour la prononciation si j'ai écorché le nom. Shima Moneke en 2e et Tom Erginat en 3, qui ne passe pas le cut, mais voilà, Van Wijnge, Étienne, premier assez largement. Est-ce que on avait hésité à en parler dans notre vidéo des meilleurs recrues. C'est un ailier fort belge qui peut un peu tout faire. Avec le recul, je pense qu'on aurait dû en parler. Maintenant que j'ai regardé ces matchs, même si les 5 noms qu'on avait cités étaient quand même plutôt bons. Juste pour te couper là-dessus, pour le coup, il est encore plus monté en régime depuis cette vidéo-là. Quoi. Il s'est blessé juste au dernier match, il me semble. Oui, il va avoir 1 mois d'indisponibilité ou quelque chose comme ça, ou un peu moins, je ne sais plus. Et moi, je trouve ça assez logique. Il s'est intégré ultra vite au collectif de Dijon. Et franchement, moi, je suis assez épaté par la palette. Il est très polyvalent pour un poste 4, encore plus polyvalent que certains ailiers forts du championnat, donc assez épaté. Et Shima Moneke en 2e position, ça conforte aussi l'idée que il a l'air d'avoir une belle fanbase du côté d'Orléans, avec des noms cités pratiquement dans toutes les catégories. Et j'irai pas jusqu'à crier à l'injustice, mais c'est quand même très dommage de ne pas voir Tom Erginat qui fait une superbe saison. Mais les 3 étaient pour moi dans la discussion, et ceux qui étaient après étaient un petit peu en dessous à mon goût. Moi, je trouve que tu oublies un truc, Étienne, mais tu dois pas connaître, c'est les supporters de Quimper. Puisque Shima Moneke a marqué les esprits là-bas. Donc pour ceux qui ne savent pas, Étienne suit souvent les béliers de Quimper, donc c'est pour ça que je me permets cette petite boutade. Mais c'est aussi un joueur All-Star qui marque les esprits de par ses actions. Et du coup, typiquement, un joueur que l'on retrouve dans les All-Star Games. Et je pense que les fans eux-mêmes ont envie de voir ce genre de joueur et n'ont pas hésité à voter pour lui. D'ailleurs, il avait participé au concours de dunk, c'est ça il aurait dû, mais il s'est fait remplacer au dernier moment. Ouais. Voilà. Donc au dernier All-Star Game. Et Hans van Wijnge aussi. Il faut imaginer que Dijon, de manière générale, a une très belle cote de popularité parce qu'ils sont bons, tout simplement, mais aussi parce qu'ils pratiquent un jeu un peu assez sympa à voir. C'est très collectif et ils sont pas mal télévisés parce que justement, ils font partie des meilleures équipes du championnat. Van Wijnge, on l'avait vu notamment dernièrement contre l'Asvel avant de se blesser. Il avait fait un très gros début de match. Effectivement, il s'était montré très polyvalent. Il avait été utilisé proche du cercle, notamment en l'absence d'Abdoulaye Loum, et c'est là qu'il avait montré justement cette capacité à jouer dedans, à jouer dehors, puisqu'il jouait 3 aussi régulièrement. Donc, c'est surtout un joueur on sent qu'il est déjà bon, mais il a vraiment une belle potentialité. Il va avoir 26 ans, je crois, de mémoire cette année. Il peut vraiment tirer vers le plus haut niveau. Il est long, mobile, athlétique, il est basket. Il s'insère dans un collectif pour sa première saison à l'étranger. Il s'adapte facilement. Vraiment, il y a un profil à surveiller et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit en Euroleague d'ici 2 ans, peut-être même avant, peut-être l'année prochaine, si une équipe vient le chercher. Double MVP du championnat belge avant d'arriver en France. Et joueur belge de l'année aussi. Oui, Gaëtan, dis-moi. Non, mais j'avais l'impression que tu allais parler. Pas étonné, toi aussi, de le voir en tête Non, pour le coup. Assez largement. Ouais, effectivement, je pense qu'on en parlait tout à l'heure des performances les plus récentes
qui ont pu aussi pas mal jouer. Et typiquement, c'est un joueur qui monte en régime depuis le début de la saison et qui, depuis, on va dire, le début de l'année civile, là, 2021, exploite vraiment tout son potentiel et s'épanouit à 100%. Donc, je pense que ce truc-là, avec une Jeep Elite aussi qui joue de manière plus régulière depuis quelques semaines et ses performances qui vont avec, en plus avec l'absence d'Abdoulaye Loum qui fait que, pour le coup, il occupe vraiment le poste 4 quasiment tout seul. Ça fait beaucoup d'ingrédients qui font qu'il est en tête. Après, je trouve que d'un point de vue niveau pur et dur, effectivement, les trois dont on se parle sont assez proches. Et j'ai du mal à déterminer entre lui et Ginat qui est le meilleur joueur des deux finalement. Mais Dijon marche un peu mieux que Boulogne-le-Valois. Il est sur une meilleure dynamique, là où Ginat avait commencé très fort et où c'est peut-être un peu moins impressionnant. Il a une blessure au pied aussi. Il a une blessure au pied qu'il a coupé dans la saison. Donc, Maxime Ross. les dynamiques sont assez différentes. Je pense que c'est ce qui joue pour lui. Voilà, et niveau similaire, tu parlais de trois joueurs qui ont un niveau à peu près similaire. On pourrait même ajouter les autres candidats. Je pense aussi à Ishmael Wainwright à Strasbourg, qui n'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais un joueur qui touche à tout, qui est très physique, qui est très présent en défense, qui peut switcher sur tout, qui n'est pas un joueur qui était réputé pour son adresse, mais qui prouve qu'il peut quand même mettre dedans. Et il a des statistiques, je crois, qu'il a 14 d'évaluation dans une équipe de haut de tableau. C'est une équipe qui joue au tempo aussi, Strasbourg. Je reviens sur ce que je disais plus tôt, donc ça permet de produire des stats. Mais c'est un joueur qu'on aurait pu aussi voir dans dans ceux qui sont sélectionnés. Même comme Eric Macri, mais Eric Macri, il a joué que moins de matchs puisqu'il est arrivé pas tout à fait au début de saison et qui, franchement, est plutôt solide pour le coup, avec des bons résultats collectifs. Et pour le coup, à Strasbourg, quand tu as Colson et Wainwright sur les deux postes d'ailier, très très chiant à jouer. Mais juste pour rebondir sur Moneke, pour le coup, lui, il a vraiment, on en parlait à l'inverse d'un Ginat peut-être, on va pas se mentir, tous les atouts et toutes les qualités pour faire l'unanimité, être sélectionné par les fans, du style, que ce soit style de jeu, son look, le mec qui joue avec des lunettes, des dreads très spectaculaires, très athlétiques, même qui a un bon client avec les médias, avec les fans, qui a le verbe facile, etc. Voilà, tous ces trucs-là, plus la jolie histoire d'un mec qui vient de Pro B, qui s'est fait couper en Pro B avant de revenir, de s'imposer, etc. C'est un truc qui, pour les vrais fans un peu plus hardcore de basket français, reste aussi. Et je pense qu'en fait, il a tous les ingrédients pour être un joueur super populaire auprès du public. Ouais. Et justement, Étienne, toi qui as pu le suivre à Quimper, c'est un joueur qui s'était imposé parmi les meilleurs à son poste en Pro B. Est-ce que tu t'attendais à le voir réussir la transition aussi bien avec la Jeep Elite? Carrément, après, il y avait une petite histoire drôle parce que quand il est arrivé à Quimper, il était arrivé avec beaucoup de jours de retard, je crois, parce qu'il avait des soucis de papier. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des supporters, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient oh, il va nous refaire un Rouen bis et il va se faire couper par le club parce que il arrivera jamais à Quimper. Au final, dès qu'il est arrivé, c'est un mec qui est assez solaire, donc ça a été tout de suite le chouchou du public. Et c'est vrai qu'au niveau de ses performances, il a fait vibrer la salle Michel Golin plus d'une fois. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il réussisse en Jeep Elite. Après, il était avec Lucas Dussoulier, il formait un sacré duo. Et Lucas Dussoulier, pour l'instant, n'a pas réussi à s'imposer en Jeep Elite, mais je pense qu'il va suivre aussi la même voie. Il est blessé depuis le début de la saison, mais je pense que l'année prochaine, s'il se remet bien en jambes, il pourrait suivre le même chemin que Shima Moneke. Qui a un poste 4 qui s'écarte beaucoup moins que les autres, qui est plus dans la force, la réussite près du cercle. Il aime bien aller dans la raquette, ouais. Les gars, on passe sur le dernier poste qui va nous permettre de compléter, de finaliser ce bel effectif de All-Star étrangers, avec donc le poste de pivot qui s'affiche. Et on voit que Ovisoko, le Manceau, arrive largement en tête des votes, que Alen Omic est lui aussi sélectionné par nos lecteurs de Bibasket pour ce All-Star Game imaginaire. Et puis derrière, qui ne font pas le cut, Vitaly Chikoko, Luke Fischer, Jevon Teredic et Muftaou Yarou.
Bon, les gars, prends la parole qui veut. Ovi Soko, on en a déjà beaucoup parlé pendant notre vidéo, encore une fois, sur les meilleurs recrues. C'est vraiment l'un des joueurs majeurs du championnat et c'est normal qu'on le retrouve parmi les All-Stars. Et puis bon, là, à l'image de Moneke, un mec qui a tout ce qu'il faut pour être un All-Star idéal, on va dire, quoi, de part un peu à l'inverse de son second Alen Omic dans cette sélection, qui est dans un registre tout autre. Mais pour le coup, oui, Visoko, qui a tout pour lui. Il est dans une équipe qui tourne plutôt bien. Il a des performances qui sont très impressionnantes. Il a un style de jeu aussi qui est super plaisant pour un public relativement large. C'est un gars qui a quand même du charisme, du caractère, qui parle beaucoup. Voilà, il a aussi beaucoup d'atouts et beaucoup de qualités pour faire l'unanimité du fait de ses performances avec le MSB cette année. Il a marqué les esprits au mois de février. Alors, c'était en début d'année, du moins, puisqu'au mois de février, il avait cartonné contre l'équipe de France lors de la fenêtre internationale de Podgorica au Monténégro. Donc, ça avec la Grande-Bretagne. Parce qu'il avec la Grande-Bretagne, voilà, la Grande-Bretagne qui avait battu l'équipe de France. Donc, ça met encore plus en avant. Et en plus, il suivait des performances télévisées plutôt intéressantes, notamment contre Limoges au mois de janvier, pour le coup. Et donc, ça a marqué les esprits. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a un peu moins de candidats sur le poste 5 qu'on a l'habitude. C'est un poste qui est… d'habitude, on voit souvent des étrangers sur les postes 1 et sur les postes 5. Et c'est le poste qui est le plus favorable à l'évaluation comme elle est faite, c'est-à-dire, puisqu'il y a beaucoup de rebonds notamment, on a souvent des postes 5 qui dominent les classements à l'évaluation. Cette année, un peu de moins de monde. Par exemple, Vitaly Chikoko qui a des stats honorables en GP Elite, on pourrait dire qu'il est quand même assez décevant dans sa saison par rapport à ce qu'on a connu de sa part. Muftahu Yarou qui était dans les candidats, il joue dans une équipe qui est dernière du championnat. Il revient de loin quand même. Il revient de loin. Ça fait plaisir de le revoir au moins à une position de meilleur rebondeur statistiquement. Bien sûr, je ne dis pas qu'il fallait prendre les joueurs qui étaient disponibles par rapport à leur performance individuelle et collective. Les joueurs qui sont là, quelque part, le méritent par rapport à la concurrence. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais juste souligner le fait que d'habitude, on avait vraiment du mal à sélectionner les postes 5. Et là, pour le coup, c'était plus ouvert. Et d'ailleurs, celui qui aurait pu jouer les troubles faits, c'était plutôt Luc Fischer, mais lui qui a eu une blessure après un démarrage très, très bon de championnat avec Orléans, qui a eu une blessure relativement rapide et qui l'a écarté des terrains quand même pas mal de semaines. Et donc, je pense que ça lui a coûté aussi potentiellement sa place parce qu'il aurait pu y prétendre derrière Visoko. Et c'est le signe aussi, et je continue mon monologue, pardon, c'est le signe aussi qu'il y a beaucoup de postes 5 JFL qui sont responsabilisés. Oui. Monaco, Mathias Le Sort. On le verra dans la vidéo sur les All-Stars français. Limoges, Jerry Boutielé. Spoiler. Voilà, Strasbourg, on a Yanis Morin. Je veux dire, je ne parle pas de ceux qui sont candidats ou qui vont être All-Stars. Je dis juste que du coup, il y a beaucoup de JFL qui sont titulaires sur ces postes 5 et ça donne moins de place pour les étrangers. On peut continuer, Dijon, Alexandre Chassan et Jacques Alinguet, etc. Donc, du coup, il y a moins de place pour finalement les étrangers. Un petit mot sur Alen Omic quand même. Là aussi, un des gros CV du championnat, le Slovène habitué de l'Eurocup, dont il est le deuxième meilleur rebondeur d'ailleurs. Étienne, un petit mot, pivot peut-être un peu plus à l'ancienne, mais qui produit des grosses stats aussi cette saison, qui est une pièce importante d'une des équipes phares du championnat. C'est logique aussi de l'envoyer au All-Star Game. C'est clair, après, on va pas vraiment l'envoyer puisqu'au final, il n'y en aura pas, mais c'est vrai que nous, on l'envoie. Quand je regarde les matchs de la JL, c'est vrai que c'est un joueur qui me séduit moins, mais ça doit sûrement être dû à mon âge. Je suis un peu plus jeune et sans dire que vous êtes tous vieux, hein, je vous rassure, mais mais forcément, quand j'ai commencé à regarder le basket, je regardais la NBA. C'est vrai que les purs pivots, poste 5 comme Shaquille O'Neal à une époque ou des choses comme ça, ça se fait plus vraiment. Et moi, j'ai l'habitude plus de voir un pivot comme Alexandre Chassang qui s'écarte beaucoup, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que quand je le regarde, c'est un joueur qui me séduit un peu moins, mais il mérite logiquement sa place. C'est, comme tu dis, un pivot plus à l'ancienne, je pense. Et d'ailleurs, il a manqué quand il était blessé. Il avait manqué. Ouais.
Et j'en avais déjà parlé très très rapidement dans une vidéo précédente. Et pour le coup, Étienne aurait été probablement beaucoup plus emballé par la JL avec Darrell Poirier dans le style de jeu. Mais au départ, la JL était partie avec Poirier et puis s'était rendu compte en prépa que ça allait pas fonctionner, que c'était trop léger. Et donc avait pris Omic. Et pour le coup, cet ajout un peu de dernière minute avant de démarrer l'année a été un vrai game changer dans la capacité de la JL à vraiment jouer le haut de tableau, les premiers rôles, parce que ça donne une plus-value énorme avec une raquette qui finalement tourne bien, parce que bon, Peacock avait très bien démarré, il est un peu plus dans le dur, mais malgré tout, ça reste un joueur important, et Pierre Pelos derrière qui est un super joueur, mais pour le coup, ouais, cet apport de Omic donne une toute nouvelle dimension à cette équipe de la JL qui réalise une saison toujours un petit peu mieux que les précédentes dans la lignée de ce qu'ils font depuis quelques temps. De manière générale, si on fait le bilan, Gaëtan, je trouve que moi, je voudrais remercier les fans et lecteurs de Bibasket parce que comme quand on avait fait les précédents sondages pour l'équipe de France, on se retrouve avec des choses des résultats qui me semblent cohérents d'un point de vue un peu plus Sportif. journalistique. Ouais, c'est assez cohérent. Chaque année, c'était tradition à Catch and Shoot et puis devenu Bibasket, c'était de voir un peu quels étaient les oubliés du All-Star Game. Et des fois, il y avait des choix assez dommageables, je trouve, des joueurs qui étaient laissés de côté. Cette année, il n'y en a pas, donc on ne pourra pas partir là-dessus. Mais je trouve que les fans, quand on regarde les résultats, il n'y a pas d'oubli majeur. Il y a des joueurs qui à un moment donné, pourraient aussi faire partie de la sélection, mais par exemple, il y a des joueurs qui sont dans une dynamique positive. Il y en a qui font des choses qui ont moins bien démarré et puis qui justement sont dans cette dynamique positive ou l'inverse. Et quand on regarde aussi bien les classements, les statistiques, le rendement, l'habitude de les voir, je trouve qu'il n'y a pas d'oubli majeur et c'est plutôt cohérent. Mais parce que nos lecteurs connaissent le basket et le connaissent bien. En revanche, nous faisons pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine à venir, et les votes de All-Star français, un appel à la communauté limousine pour participer en masse. Ça a été plus compliqué forcément sur les joueurs étrangers. Vous avez des JFL qui peuvent prétendre à ces places-là. On vous attend pour voter massivement, comme à votre habitude lors des sélections All-Star Game. C'est vrai qu'il n'y a pas très peu de Limougeaux, même dans les, dans les propositions qu'on a fait sur le 5 étranger, mais il y en aura beaucoup plus. Et sûrement des titulaires côté français, on peut l'imaginer. Mais comme on est sur le bilan, on vous affiche le résumé de cette sélection. C'est 12 joueurs que vous avez donc sélectionnés en votant sur Bibasket avec ce 5 majeur qui a quand même fière allure, avec 2 Dijonnais, David Holston, meneur, et Van Vinge dans la raquette, accompagné donc de Danilo Andjusic, Bonzi Colson et Ovi Soko. On vous met aussi, vous avez la liste des remplaçants qui complètent ces 12 All-Stars étrangers selon les lecteurs de Bibasket. Ça a de l'allure quand même. Si on jouait vraiment à All-Star Game demain, c'est une belle équipe. Clairement. On espère qu'on aura droit à un All-Star en fin d'année 2021 parce que ça reste quand même un superbe événement et un bon coup de projecteur pour la LNB et au terme de communication, marketing et tout ça. Donc, on croise les doigts, quoi. Et pour les joueurs, ça serait un événement. Ouais, un joueur. Pour les joueurs, comme tu dis, c'est une belle récompense. reconnaissance. Ouais. Voilà, et puis c'est un bon moment, même si des fois la trêve pour certains, ça retrouve raccourci, mais ça aurait été vraiment chouette d'avoir l'exposition, par exemple, de la chaîne L'équipe. S'il y avait eu un All-Star Game, ça aurait pu. C'est quand même un match qui est souvent accrocheur pour le grand public. Nous, les vieux, comme tu dis, Étienne, ça y est, on est dans cette catégorie, mais les vieux, des matchs de basket sans défense et avec 162 à 158, on fait nos aigris et on dit c'est chiant, c'est pas intéressant. Mais il faut reconnaître que c'est une très belle ouverture pour le plus grand public. Merci messieurs. Comme le disait Boris, on vous rappelle que actuellement vous pouvez voter pour les All-Stars français sur bibasket.fr. Donc allez-y, votez, faites votre sélection et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer justement cette sélection des meilleurs Français. Merci les gars et merci de nous avoir regardés. Ciao tout le monde, à bientôt. Salut tout le monde, à très vite.